Bonjour à tous, chers concitoyens, chères concitoyennes. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 11 mai 2020. Il est 19 h. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage, ici même au 754 rue Saint-Pierre. Évidemment, ce soir, nouveau format ajusté pour nos séances du Conseil en direct et donc chez vous dans le confort de votre domicile pour plusieurs d'entre vous. Je suis accompagné des 16 membres du Conseil municipal qui sont là virtuellement avec nous ce soir. Alors, je veux donc les saluer. Alors, pour ce soir, tout d'abord, je veux tout d'abord ouvrir la séance du Conseil municipal. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyé par M. Robert Brisebois. Ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des membres du Conseil en fonction de l'ordre du jour de ce soir. Au point numéro 3, alors c'est l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, que vous avez sous les yeux, chers concitoyens. Alors, c'est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Donc, au point 4, donc l'adoption du procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal tenue le 27 avril 2020. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Avant d'aller, mon collègue, donc non pas mon collègue, mais plutôt au greffier de la Ville pour le dépôt des documents, j'avais quelques éléments à vous indiquer, donc en introduction de la présente séance du Conseil municipal. Vous savez, certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou dans les journaux locaux. La Ville de Terrebonne a récemment démarré des consultations publiques en lien avec l'exercice de planification stratégique qu'elle mène actuellement. Certaines activités ont d'ailleurs déjà eu lieu la semaine dernière, mais cette semaine marqueront donc le moment fort de ces consultations avec la tenue de 3 rencontres citoyennes thématiques dont vous y êtes invités sous forme de Facebook Live, soit demain soir, le mardi 12 mai à 19 h. Alors, rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de Terrebonne. Le jeudi 14 mai aussi à 19 h sur le thème de la mobilité. Et finalement, le samedi 16 mai, exceptionnellement à 10h30, donc le matin, après le café, sous le thème de l'économie. J'avais oublié, mais demain soir, le 12 mai, le thème, c'est le développement durable. Alors, vous savez que la Ville de Terrebonne est à réaliser son plan d'action en matière de développement durable. Alors, ce soir, vous serez invités à nouveau à vous exprimer. Je vous rappelle qu'il est également possible pour tous les citoyens de remplir le sondage disponible sur la page web donc, de la Ville de Terrebonne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez jusqu'à minuit le dimanche 17 mai pour y participer. Rappelons que l'exercice de planification stratégique vise à se doter à Terrebonne d'objectifs clairs, ambitieux et atteignables pour les 5 prochaines années. Avec toute la croissance des dernières années, avec les défis que nous avons en ce moment, nous avons besoin d'un tel outil de planification à grande échelle qui permettra notamment à notre municipalité de prioriser ses projets et ses ressources. J'espère que vous ajouterez donc votre couleur à ces consultations, car nous sommes en train de construire ensemble la municipalité que nous souhaitons être demain, et donc vous êtes invités à y participer. Je profite de faire aussi un bref retour sur les mesures réalisées à la fois par l'administration municipale, mais aussi par les membres de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne. Vous savez que ce soir, on arrive pratiquement on complète le 2e mois où les différentes mesures de confinement liées à la crise sanitaire de la COVID-19. Je sais, chers citoyens, que vous êtes, on ne peut plus coopérants vis-à-vis les indications de la santé publique du Québec. Je veux notamment remercier l'ensemble de la population qui s'avère respectueux des consignes. Et je suis très fier de la façon dont tous et chacun se comportent dans les circonstances. Vous savez, depuis le début de cette pandémie, l'administration municipale et moi-même, on a mis en place plusieurs mesures pour soutenir la population et planifier le retour à la normale. Bien sûr, on souhaiterait que ce retour à la normale soit le plus rapidement possible et se fasse dans les meilleurs délais. Mais comme vous le savez, dans la région métropolitaine de Montréal, dont Terrebonne fait partie, les indices nous amènent aussi à être plus prudents et à planifier de façon plus progressive
le retour de certaines activités, que ce soit l'activité économique, dont plusieurs éléments ont débuté aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que quelques bureaux municipaux sont dorénavant accessibles à nos citoyens. Ce sont principalement des bureaux municipaux qui sont en lien avec tout le décret gouvernemental sur la réouverture des chantiers de construction aujourd'hui. Alors, notamment au niveau de l'urbanisme durable, du génie et bien entendu des services de proximité d'information pour lequel en ce moment, vous pouvez toujours joindre la municipalité pour des questions de tout ordre jusqu'à 20h30 le soir. Je vais vous inviter à poursuivre et à continuer de communiquer avec nous aussi par les moyens technologiques, de diminuer les contacts avec l'administration municipale. Mais sachez que nous avons pris des mesures pour nous assurer aussi de la protection et de la sécurité de nos employés, mais aussi de nos citoyens qui souhaiteraient fréquenter les bâtiments municipaux. Maintenant, je tiens aussi à souligner toute la collaboration de nos employés municipaux. Plus de 250 font actuellement du télétravail, ce qui est un changement complet dans l'organisation municipale. Nous avons aussi ce soir plusieurs points à l'ordre du jour qui nous permettront aussi de soutenir un peu mieux la relance économique, soutenir les entrepreneurs, les gens qui font des demandes de permis et aussi offrir et assouplir un certain nombre d'éléments. Je sais aussi que plusieurs projets ont été annoncés, notamment l'aide par la MRC et son centre de développement économique auprès des entreprises du secteur. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, des annonces de soutien seront confirmées. C'est près de 1,2 million, un peu plus d'1,2 million en subvention, en prêt, non, et non pas en subvention, mais en prêt auprès des entreprises de notre territoire. Je veux aussi souligner tout le travail qui se fait au niveau de l'aide alimentaire pour lequel la MRC Les Moulins, avec la collaboration de la Ville de Terrebonne, a remis jusqu'à 70 000 $, dont un 15 000 $, c'est aussi ajouté des Caisses des Jardins de Terrebonne pour soutenir tous les enjeux de l'aide alimentaire. Alors, bien entendu, je pourrais vous faire la nomenclature de l'ensemble des projets, des décisions qui ont été prises et d'autres seront annoncées au cours des prochaines semaines. Ce qu'on souhaite le plus, c'est de maintenir les activités municipales, reprendre le cours normal, mais surtout, on veut le faire dans un contexte de sécurité et on veut le faire avec nos citoyens. Alors, chers amis, merci de suivre encore une fois les consignes. Comme vous, on veut que ça revienne le plus rapidement possible, mais en même temps, on veut que ça se fasse dans un bon ordre et aussi en toute sécurité pour nos enfants, nos aînés et pour l'ensemble de la population de Terrebonne. Alors, sur ce, je céderai la parole au greffier de la Ville pour le dépôt des documents ce soir. Par la suite, Mme Courchaine, qui est de la Direction des communications, fera quelques indications pour la période des questions. Alors, Monsieur le greffier. Merci. Pour ce qui est des dépôts, d'abord, les procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires du 22 avril et 29 avril, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 et moins de 25 000 de janvier à avril 2020, la liste des contrats octroyés de plus de 25 000 pour avril 2020, la liste des écritures de budget, avril 2020, le rapport d'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement numéro 667 en date du 4 mai 2020, le procès verbal de correction pour le règlement 764, le rapport sur les frais de recherche et soutien, la liste des remboursements pour l'exercice 2019, le rapport annuel 2019 des commissions, le rapport financier au 31 décembre 2019, le sommaire des subventions 2019 et le cahier de 30 propositions pour la relance de la Ville de Terrebonne proposé par les conseillères et conseillers Caroline Desbiens, Robert Morin, Nathalie Lepage et Marc-André Michaud. Merci, Monsieur le greffier. Alors, Mme Courchaine pour les différentes... d'abord, la période de questions qui va venir par la suite, mais aussi quelques consignes pour le bon déroulement de cette séance du Conseil. Lors de la période des questions, les élus sont invités à cliquer sur le bouton « Participant » au bas de l'écran. Au bas de la colonne, vous avez le bouton « Lever la main ». En cliquant ainsi, le maire pourra voir que vous avez une question. Il vous invitera ainsi à tour de rôle à formuler votre question. Merci beaucoup pour ces consignes pour les gens qui nous écoutent à la maison. Alors maintenant, nous arrivons à la période de questions transmises en ligne aujourd'hui. Voici une question de Sylvain Robin du 244
4700 boulevard Lucille Tisdale. En date du 14 avril, une question concernant la piste cyclable sur le boulevard Marcel Terrien. Monsieur Stéphane Larrivée, directeur adjoint, avait répondu en 2 temps concernant l'asphaltage. Il devait y avoir entente avec le promoteur pour compléter celle-ci, mais qu'il verra à faire les correctifs temporaires pour la sécurité des usagers. Nous sommes le 7 mai et rien n'a été fait l'an dernier. Les travaux ont été exécutés en août après plusieurs appels logés à l'entretien du territoire. La question est, devrons-nous encore attendre en août avant que les correctifs soient apportés? Merci. Alors, Monsieur Stéphane Larrivée, donc. Merci, M. le maire. Pour répondre à M. Robin, oui, effectivement, le 14, on avait annoncé qu'il allait avoir des travaux. Cependant, à cause de la COVID, on est en effectif réduit au niveau des travaux publics. Donc, il faut juste prendre un petit peu le temps de faire les choses. Je vous dirais que cette semaine, l'ensemble des cols bleus, niveau voirie, est rentré à 100% au travail. Donc, on n'est plus en effectif réduit. Donc, ça va aller un peu plus rondement. Donc, je vous dirais que dans les prochains jours, prochaines semaines, assurément, ces travaux correctifs-là vont se faire. Puis, non, ça ne devrait pas aller jusqu'au mois d'août. Merci. Puis je me permets peut-être d'ajouter, M. Larrivée, pour les gens qui nous écoutent, c'est important de souligner qu'au cours des dernières semaines, il y avait une liste de travaux prioritaires auxquels nos employés pouvaient ou non travailler. Alors, évidemment, il y a certains éléments qui étaient jugés non prioritaires par les consignes gouvernementales qui ne nous permettaient pas, donc, de faire les correctifs. Alors, je tiens quand même à préciser que ce soit pour ce dossier ou pour tout autre dossier, il arrive parfois qu'au cours des dernières semaines, on ne pouvait faire les travaux. D'ailleurs, les chantiers de construction ont réouvert aujourd'hui, alors ce qui va faciliter un certain nombre d'éléments. Mais je tiens quand même à amener aussi les citoyens que dans la logique de l'organisation du travail, on ne pouvait pas, comme à l'habitude, faire l'ensemble des travaux sur le territoire de la ville de Terrebonne. Donc voilà. Merci. Alors, Mme Courchain. Voici une question de Isabelle Reeves, de 1345 boulevard des Seigneurs. La question c'est lue comme suit. Dans le cadre du déconfinement graduel sur l'ensemble du territoire du Grand Montréal et de la réouverture des écoles prévues le 25 mai prochain, est-ce qu'une décision a été prise quant à la tenue des camps de jour pour 2020? Est-ce qu'une date d'inscription temporaire est envisagée? Alors, bonsoir, Mme Reeves. Alors, certainement, comme parents et plusieurs centaines d'autres parents se posent assurément cette question aujourd'hui. Je dois tout d'abord vous dire qu'à ce moment-ci, que ce soit la ville de Terrebonne, mais l'ensemble des villes du Québec, nous sommes en attente des directives et d'un guide de la santé publique au sujet de l'organisation des camps de jour en période estivale. Pour le moment, vous savez que l'école sur notre territoire, qui est composée de la grande région métropolitaine, est retardée jusqu'au 25 mai. Aujourd'hui, personne ne peut prédire si ces écoles vont ou non réouvrir le 25 mai. On suit la situation, comme vous, à tous les jours au niveau de la COVID-19. Alors, vous comprendrez que, ne sachant pas les conditions et l'évolution de la COVID-19, il serait aujourd'hui un peu prématuré d'organiser des inscriptions sans connaître les règles sanitaires qui pourraient encadrer les dits camps de jour. Quels seront les ratios? Combien de jeunes pourront être accueillis dans les installations? Est-ce qu'il y aura des indications à cet effet? Je tiens à vous dire que autant que c'est tout un casse-tête, par exemple, pour l'organisation scolaire aujourd'hui d'accueillir les enfants, sachez que pour les camps de jour, ce sera aussi une logistique tout à fait différente, mais aussi avec des enjeux très préoccupants en termes d'organisation. Que ce soit, par exemple, à l'école en ce moment, où nos enfants peuvent suivre des cours de mathématiques, de français, assis à leur pupitre avec une certaine distance. La problématique qu'on va vivre, c'est que nos camps de jour, de par leur mission, visent à créer, donc à amener les jeunes à s'amuser entre eux. Alors ça va être tout un défi, à la fois pour la santé publique, de nous faire des recommandations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville de Terrebonne part avec l'idée et le désir de faire des camps de jour, mais on devra peut-être aussi faire des choix, comme par exemple viser les familles pour lesquelles les deux parents doivent travailler à l'extérieur de leur domicile,
pour les camps de jour. Peut-être on va aussi prioriser les parents qui ont un enfant avec un handicap, de façon à leur donner un peu de répit au cours de la période estivale, peut-être 1, 2, 3 semaines. Alors tout ça va faire l'objet d'une analyse et d'une évaluation par la direction des loisirs. Mais sachez une chose, aujourd'hui, on aimerait bien vous annoncer quand va commencer et combien de places seront disponibles, mais ces éléments-là ne sont pas connus. Alors, à ce moment-ci, on garde toujours le cap pour offrir une garde estivale, mais on est conscient que ce ne sera pas dans le contexte comme on l'a connu au cours des dernières années. Alors voilà, merci de votre question, puis on est de tout cœur avec tous les parents et avec vous pour la période estivale, pour animer aussi vos jeunes au cours de l'été. Alors voilà, merci. La prochaine question est de Karine Desrochers du 172 de Cazaux. La question se lit telle que suit. Avec la COVID, il est évident que les bibliothèques resteront fermées un bout de temps. Est-ce que la Ville a prévu un budget pour développer l'offre de livres numériques? Les choix pour les enfants sont très limités avec la plateforme de prêt numérique qui nous est référée. Tous les livres populaires pour les enfants de 6 à 8 ans, il n'y a presque rien. Exemple, les collections Mini-Big et autres documents populaires. Pourtant, ces ouvrages sont disponibles en format numérique à l'achat et les bibliothèques les ont tous papier. Avec les écoles fermées et l'école à la maison, il serait pertinent d'avoir de la lecture pour nos enfants. Alors, tout d'abord, merci à vous de votre question. Vous me permettrez de faire lecture, mais aussi des principaux éléments et des gestes qui ont été posés par l'organisation municipale, mais aussi par nos bibliothèques. Tout d'abord, je tiens quand même à souligner que depuis le début de la pandémie, plus de 2000 livres ont été ajoutés à la collection de livres numériques de la ville de Terrebonne dans nos bibliothèques, ce qui représente un investissement direct à très court terme de 35 000 $. De nouveaux livres s'ajoutent à toutes les semaines. Nos bibliothécaires les choisissent en fonction de plusieurs critères de qualité afin de répondre aux besoins du plus grand nombre. Nous vous remercions de votre suggestion quant aux collections telles que Mini-Big et nous vous assurons que nous allons les considérer pour nos prochains achats. Nous profitons de l'occasion pour vous informer qu'en plus des livres numériques, plusieurs ressources numériques sont à votre disposition gratuitement via le portail de la bibliothèque. Plusieurs d'entre elles s'avèrent particulièrement intéressantes en guise de complément aux offres de cours, alors que ce soit en mathématiques dans différentes matières. Alors, on vous invite à les découvrir dès maintenant. Les livres destinés au public jeunesse représentent environ 15 % de la collection numérique totale, comparativement à environ 38 % de la collection totale des livres imprimés. Cet écart que nous rattrapons progressivement s'explique par le fait que l'offre jeunesse était quasi inexistante au début du numérique et qu'elle est encore beaucoup moins présente que l'offre imprimée. Je me permets aussi de souligner qu'en discutant aujourd'hui avec notre directeur de la sécurité civile, c'est sûr et certain que l'ensemble des municipalités cherchent peut-être des options au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour une réouverture contrôlée de nos bibliothèques. Ça pourrait être par exemple par une offre sous forme de take-out, hein? Donc les gens pourraient commander des livres et il y aurait une forme de distribution sécuritaire et respectant les consignes sanitaires. Alors beaucoup de villes sont actuellement à réfléchir, puis on attend les consignes de la santé publique. Alors je suis de tout cœur avec vous, je sais que chaque parent cherche des moyens pour animer leurs enfants et sachez que la bibliothèque sera le plus possible pourra s'adapter, notamment au niveau numérique. J'en profite aussi pour dire aux citoyens, particulièrement du quartier de Serge Gagnon, qu'on est sur le point, si ce n'est pas déjà signé, une entente avec la ville de Bois-des-Filions, donc une entente qui permettrait très prochainement, là, donc dans la présente année, un accès direct des populations de l'ouest de Terrebonne, mais du secteur d'Urbanova et tout près de Bois-des-Filions, donc d'un accès gratuit à la bibliothèque de Bois-des-Filions, sachant la distance. Alors, c'est important, puis je tiens à le souligner, on veut renforcer les investissements dans les bibliothèques. Il y a d'ailleurs une étude qui va se faire cette année et on va continuer de vouloir faire des investissements au cours des prochaines années. Alors, je tiens à le souligner et à le redire à la population. Alors, merci. La question suivante est de Catherine Joannette du 1290 Athanas. La question se lit comme suit.
Je voudrais savoir quand nous pourrons fermer les fossés. Premièrement, nous avons de gros rats musqués dans le fossé qui viennent aussi sur le terrain et de plus ça va et moins j'ai des terrains, ça s'affaisse dans le fossé. Merci. La ville dit que c'est le gouvernement qui ne veut pas et le gouvernement nous dit que c'est la ville. Arrêtez de me niaiser, s'il vous plaît. Pour le reste, je vous souhaite la santé et n'oubliez pas de rester à 2 mètres. Merci. Alors, Monsieur Larrivée. Merci, M. le maire. Donc, Mme Joannette, désolé là, si vous avez été trimballé entre le gouvernement et la ville, mais effectivement, à l'époque, on pouvait canaliser les fossés, mais cette pratique-là, maintenant, est rendue interdite de façon ponctuelle parce que ça ne respecte pas les nouvelles normes environnementales, la gestion des eaux de pluie. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que c'est le gouvernement qui impose des calculs, des nouvelles façons de faire. Donc, on ne peut pas canaliser individuellement chaque terrain. Il faut le voir dans l'ensemble du secteur, jusque l'eau s'en va dans le milieu naturel. Donc, tout un secteur doit être revisé et recalculé et faire une reconception de l'ensemble du secteur, ce qui implique énormément de sous et d'argent. Et lorsqu'on dit que le gouvernement nous dit que c'est la ville, bien, effectivement, si on veut s'embarquer dans ces travaux majeurs-là, à ce moment-là, c'est la ville qui doit en faire la demande et impliquer ces sommes d'argent-là, ces travaux-là, qui viennent interférer sur tous les terrains qui devront être touchés par l'écoulement des eaux avec des bassins de rétention et respecter les nouvelles normes. Donc, la ville, pour l'instant, on a décidé de ne plus canaliser les fossés pour aller un peu dans le sens du gouvernement. J'espère répondre à votre question. Merci. La question suivante est de Marie Cusson, du 2340 Île-des-Lys. La question se lit comme suit. Bonjour, nous sommes 3 résidentes de Terrebonne, plus précisément dans le secteur La Plaine. Aujourd'hui, je m'adresse à vous concernant la réglementation sur les animaux de compagnie. Ma famille souhaite adopter un micro-cochon, aussi appelé cochon miniature ou cochon domestique, et la réglementation en vigueur interdit les porcs en zone résidentielle et aucune exception n'a été prévue selon le type de cochon. Une réponse que j'ai reçue de la ville. J'aimerais porter à votre attention qu'il y a une énorme différence entre un porc de consommation qui peut peser entre 500 et 900 livres versus un micro-cochon qui peut peser au maximum 70 livres. Il est à noter qu'un cochon de 70 livres est de la même taille qu'un chien de 35 livres, donc d'un chien de taille moyenne de type bulldog par exemple. Cela veut également dire que le micro-cochon est plus petit que la majorité des gros chiens qui, eux, sont autorisés sur le territoire. Le micro-cochon est un animal très intelligent et hypoallergène. Il gagne aussi en popularité auprès de plusieurs municipalités au Québec. J'ai d'ailleurs déjà croisé une famille qui promenait son micro-cochon à La Plaine. Sachez également qu'il n'y a que 2 éleveurs de micro-cochons certifiés au Québec. Voici les liens vers leur site internet si vous voulez en savoir davantage, donc le www.microcochon.com et le cochonminiature.com. Je m'adresse donc à vous afin de vous demander s'il est possible de revoir ce règlement qui est trop vaste puisqu'il ne fait aucune distinction entre un porc de consommation et un cochon domestique, ou de permettre des demandes de dérogation selon les cas. Je vous remercie d'avance de l'attention portée à ma demande. J'attendrai un retour de votre part. Alors, merci, Mme Cusson, d'abord de votre question et des précisions qui sont données. Effectivement, la réglementation municipale à Terrebonne ne permet pas d'avoir à sa résidence personnelle un micro-cochon à son domicile. Cependant, écoutez, on a pris note de vos préoccupations. Vous savez qu'au cours des dernières années, il y a eu des éléments et des changements et des adaptations qui ont été faits au niveau de la réglementation municipale, que ce soit pour les poules urbaines et sa présence sur les cours arrière des maisons unifamiliales. Alors, en prenant note de votre question ce soir, je vous proposerai tout simplement de transmettre vos préoccupations à la Commission de la sécurité publique pour analyse et suivi approprié afin de bien conseiller les membres du Conseil pour une prise de décision et ou recommandation. Alors, on prend note de ce désir-là, mais il y aura, je pense, quand même une certaine analyse dans son ensemble sur ce qui se fait dans d'autres municipalités et de voir les meilleures pratiques. Habituellement, la Ville de Terrebonne, avant d'autoriser un certain aspect, il va vouloir évaluer l'ensemble de ce qui peut être fait au niveau et des recommandations qui peuvent être faites advenant une autorisation sur son territoire.
Donc, je dis donc que c'est la Commission de la sécurité publique qui sera appelée à étudier la question et à formuler des recommandations. Bien sûr, il n'y aura pas de décision qui va être prise là, dans les 2 ou 3 prochains mois, tout simplement parce que d'abord, vous savez que ce type de règlement-là, il doit y avoir un avis public, il doit y avoir aussi, les citoyens peuvent devoir s'exprimer sur la question. Et il faut justifier le caractère urgent d'adopter ce type de règlement, ce qui pourrait être remis en question dans les prochaines semaines. Alors, on veut vraiment faire ça dans les meilleures conditions. Alors, on vous remercie de votre question ce soir. Alors, merci. La question suivante est de Robert Perrier du 224 Chartrand. La question se lit comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame et Monsieur les conseillers. Premièrement, laissez-moi vous féliciter de la façon dont la ville de Terrebonne gère la présente pandémie. Je sais que vous êtes présentement en mode solution pour nos jeunes aînés et que ceci n'est pas chose facile, mais bravo pour la transparence dans toutes vos communications et actions. Je suis un cycliste qui fait plus de 3000 km par année en vélo et j'aurais 2 petites questions pour vous. La première question concerne le ruisseau de feu. Quoique l'architecture est tout simplement wow, j'ai remarqué qu'au tout début, il y avait de la place que pour 3 ou 4 vélos. Alors que j'ai voulu y aller, eh bien, il m'a été impossible car pas assez de place disponible. Donc, je n'ai pas voulu le laisser par terre. Question. Y a-t-il dans les projets futurs d'installer d'autres supports à vélo? Alors, merci, Monsieur Perrier. Dans un premier temps, d'abord, sachez que les travaux sur le ruisseau de feu ne sont pas terminés. D'ailleurs, ils ont été suspendus, comme à peu près tous les chantiers de construction au cours des 2 derniers mois. Celui-ci devrait reprendre, si ce n'est pas déjà fait, dans les meilleurs délais. Je tiens à vous souligner que puisque les travaux ne sont pas complétés, il y aura différentes installations qui vont s'ajouter. À l'heure actuelle, il y aura évidemment un emplacement pour les vélos, donc pour poser son vélo dans le secteur. Et il y a aussi un emplacement même pour en ajouter, advenant le cas où ce serait insuffisant. Alors, ce que je veux vous rassurer ce soir, c'est que ce sera possible et lorsque les travaux seront terminés, ça vous permettra, comme utilisateur, de mieux apprécier l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans le secteur de ruisseau de feu, mais pour lequel ce n'est pas terminé à l'heure qu'on se parle. Alors, c'est peut-être un peu normal que les gens n'aient pas encore toutes les installations et les facilités d'y accéder. Je pense qu'il y avait une deuxième question. Oui. La deuxième question concerne la peinture des lignes réservées aux vélos. Comme tout le long de Saint-Louis, devenant chemin Saint-Charles, nous avons une superbe piste cyclable des 2 côtés de la rue qui en même temps est partagée avec les autos. Cependant, à plusieurs endroits, les lignes sont invisibles. Même chose aussi pour le balayage du camion nettoyeur. Y a-t-il des plans de refaire la peinture et le nettoyage? Et par ailleurs, un immense merci à vous, tous les membres du Conseil, pour votre superbe travail. Alors, encore une fois, merci, Monsieur Perrier, de votre seconde question. Je tiens tout d'abord à vous dire que la ville de Terrebonne a été, si ce n'est pas la première, mais l'une des premières villes à débuter les travaux de nettoyage des rues au cours du dernier mois. Alors, il reste encore un petit peu de travail à faire là, dans certains secteurs, mais globalement, les opérations sont relativement bien avancées. Maintenant, quant au marquage au sol, depuis 2 semaines, les équipes qui s'affairent au marquage au sol ont débuté leur travail. Comme vous le savez, on a un grand territoire, mais je peux vous assurer là, que d'ici 2 semaines, normalement, ils devraient être sur le tronçon que vous avez identifié dans votre question. Ce matin, d'ailleurs, ils étaient dans le Vieux-Terrebonne, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pour débuter les travaux de marquage au sol, et ça va se poursuivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Alors, comme à l'habitude, je tiens aussi à souligner le dévouement de l'ensemble de nos employés, mais aussi de nos sous-traitants qui travaillent avec nous et qui maintenant peuvent le faire. Je peux vous dire que les opérations de nettoyage des rues et des travaux qui sont faits habituellement au printemps là, avancent rondement. Et je pense qu'il faut saluer la grande collaboration de tous nos employés à la préparation puis à la poursuite du travail dans le contexte actuel. Alors, je vous rassure, M. Perrier, ces travaux vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. Alors, voilà.
Alors, merci, Madame Marie-Ève Courchaine, d'être la voix citoyenne ce soir et de transmettre les différentes questions du public. J'en profite pour vous dire que la prochaine séance du conseil municipal est le 8 juin. Alors, si vous avez des questions, bien, encore une fois, vous pouvez les transmettre. Mais d'ici là, vous êtes aussi la bienvenue de transmettre toute question à l'administration pour laquelle vous aurez une réponse plus rapide, donc avant même la séance du conseil municipal. Alors, je vous remercie et on continue donc avec l'ordre du jour de ce soir de cette séance du conseil municipal. Alors, tout d'abord, Monsieur le greffier, en 5.1, nous revenons donc à l'ordre du jour. Merci. Donc, à 5.1, il est résolu que le Conseil adopte, avec modification, le règlement modifiant le règlement 706 concernant les règles de régie interne des séances du Conseil de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 706-1. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Serge Gagnon. M. Marc-André Michaud souhaiterait prendre la parole. Monsieur Michaud? L'aspect de main levée marche bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. C'était correct? Bon, merveilleux. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez juste de souligner le travail qui a été fait ici, là? Oui. Ou vous voulez que je le fasse à la fin? Ah, allez-y, puisqu'on est là. Parfait. Non, ben en fait, là, je voulais juste souligner le travail du greffe aussi à ce niveau-là. Là. C'est un excellent travail qui a été fait. C'est pas un règlement nécessairement facile à composer. Ça doit composer avec toutes les différentes règles là, et lois au niveau municipal. Donc, je tenais justement à féliciter le greffe et tous les conseillers qui ont participé au processus interne. Je pense qu'on est arrivé à réussir à arriver à un plus grand consensus possible malgré tout, malgré le fait que bon, plusieurs propositions qu'on avait proposées n'ont pas été retenues, mais néanmoins, on voit aussi la pertinence de ce règlement-là. Puis je pense aussi que la suite des choses, là, ça serait pertinent aussi de penser beaucoup plus large en fait au processus là, démocratique à l'hôtel de ville. C'est un premier pas, puis en ce sens-là, je pense qu'on peut se féliciter de ce premier pas-là. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres interventions. Alors, donc 5.1 est adopté. Alors, nous arrivons en 5.2. À l'article 5.2, il est résolu que le règlement divisant la ville de Terrebonne en 16 districts électoraux, désignant et délimitant ces districts, soit adopté sous le numéro 764. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par M. André Fontaine. Je ne vois pas de demande de vote et ou de commentaires. Sur ce point, je me permets quand même, à tout de moins, de saluer le travail de la direction du greffe et de toute l'équipe. C'est toujours un travail fastidieux de revoir et de respecter la loi. Et quant aux délimitations des districts électoraux, je pense que tous les membres du conseil, quelle que soit leur appartenance, ont contribué et participé à faire de cet exercice le plus sain. Et ce soir, on peut être fier de l'adoption de ce règlement qui va s'appliquer. Je veux aussi saluer le travail du comité de toponymie qui, avec Yann Maisonneuve et Éric Fortin, qui ont travaillé très fort à la dénomination de chacun des quartiers. Travail qui a été réalisé notamment avec Claude Martel, qui est un historien bien connu à Terrebonne. Alors, pour les citoyens qui nous écoutent, je pense que ce sera une bonne nouvelle. Puis je sais qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on fera connaître les origines historiques des choix des noms de quartiers, des 16 quartiers. Mais je pense que les membres du conseil vont joindre à moi là, pour être heureux de voir que dorénavant, on ne sera plus le conseiller du district 8, mais plutôt le conseiller ou la conseillère du district Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Alors, je pense que c'est une bonne chose, puis ça va permettre aussi de créer un sentiment d'affinité et de proximité aussi encore plus. Alors, salutations à votre équipe, M. le greffier. Merci. 5.3. À l'article 5.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 3500-9, modifiant le règlement sur la population animale afin de permettre la présence des chiens pour la période du 15 mai 2020 au 31 octobre 2020 sur l'ensemble du tracé de la piste multifonctionnelle de la Trans-Terrebonne. Alors, l'avis de motion est donné par M. Danny Saint-Pierre. Prendre note que, vous savez, il y avait un projet pilote dans la Trans-Terrebonne et ce projet pilote des chiens en laisse, c'est important de souligner une laisse d'1,5 m, va se poursuivre jusqu'au 31 octobre prochain. Donc, merci à tous de votre collaboration et surtout de suivre les différentes consignes de circulation dans la Trans-Terrebonne avec vos animaux.
Merci. Merci. À l'article 6.1, il est résolu que le Conseil adopte la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 19 347 000 qui sera réalisé le 27 mai 2020. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 6.2, il est résolu que le Conseil adopte la politique sur le remboursement des frais de recherche et de soutien des conseillers. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. Je vois que M. Michaud, vous souhaitez prendre la parole. Allez-y. Oui, bon, on m'entend, je vois. Non, ben en fait, c'est ça. Moi, au début, je voulais qu'on reporte la politique, justement, parce que bon, on n'a pas eu la chance de la consulter amplement, selon moi et mes collègues. Néanmoins, par contre, là, je tiens à souligner qu'avec ce que le maire a dit en plénier ce soir là, concernant qu'on pourrait y avoir un comité pour l'étudier plus en détail, je tiens à dire que je vais appuyer, puis je pense effectivement qu'on doit avoir un meilleur encadrement des fonds de recherche en ce sens, puis je souligne l'ouverture justement pour avoir une consultation transpartisane sur ce point. Excellent. Bien, effectivement, pour les gens qui nous écoutent, je tiens à souligner d'abord une politique, ça le dit par son mot, c'est fait pour être modifié ou amélioré et ou bonifié, alors qu'un règlement force de loi et où c'est plus difficile de modifier chemin faisant. Alors, je tiens à souligner que ce soir, je pense que c'est important, même si, globalement, sur le budget de l'administration municipale, ça représente une fraction d'1% du budget municipal. Il était important, je pense, depuis un certain temps, à la recommandation de la direction des finances, qu'il y ait une politique là, qui vient clarifier l'utilisation des budgets alloués individuellement à chacun des conseillers municipaux. C'est important de le souligner. C'est uniquement le budget alloué individuellement à chacun des élus. Alors, je veux donc saluer le travail de la direction des finances. Et comme dans toute chose, parfois il peut y avoir des nuances qui méritent d'être précisées. Alors, à l'usage, on verra s'il y a des améliorations. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce qu'il n'y a pas urgence d'agir demain matin. S'il y a des améliorations, les membres du Conseil qui souhaiteront se joindre à une rencontre de travail ou d'exploration pourront me signifier leur intérêt par courriel, évidemment, et on verra là, les réunir. Mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence à le faire là, d'ici la fin juin ou à la vitesse là, grand V. Donc, voilà. Donc, merci au travail à la direction des finances et au greffe qui vient, comme on dit, soutenir la documentation finale qui est entérinée ce soir. Alors, merci. On arrive au point 6.3. Il est résolu que le Conseil adopte la politique de capitalisation, d'amortissement et de financement des immobilisations. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 7.1, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la société Maskimo Construction, datée du 24 mars 2020, pour la réhabilitation des infrastructures et reconstruction de la chaussée de l'avenue Claude-Léveillé, le tout pour un montant de 1 434 441. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Réal Leclerc. À l'article 7.2, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la contribution exceptionnelle à Tricentris au montant de 638 308, payable en 4 versements égaux. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 7.3, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de la société Les Entrepreneurs Bucaro, datée du 24 mars 2020, pour la réfection de chaussées et d'ouvrages d'art sur diverses rues, le tout pour un montant de 964 695. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. Je me permets ici de souligner que c'est une première partie d'un contrat public qui est octroyé pour la réfection de la chaussée. Je tiens à souligner que les contrats, il y a eu d'abord beaucoup d'entreprises qui ont soumissionné cette fois-ci. Les contrats sont sortis 27% en bas de l'estimation. Et donc, je tiens aussi à rappeler aux citoyens que, bon, c'est 1 million de dollars déjà pour la réfection de la chaussée. Il y a un deuxième appel qui devrait être fait incessamment parce qu'il y a un budget total de 2,5 millions de dollars à la fois au plan triennal d'immobilisation, mais aussi à l'entretien des routes.
2,5 millions de dollars. Je tiens quand même à souligner que c'est 10 fois plus d'argent que ce qu'on dépensait il y a à peine 2 ans. Donc, la liste des rues et des tronçons qui seront asphaltés cet été sera annoncée ultérieurement. Mais je tiens quand même à dire aux citoyens qu'on souhaite rapidement faire des travaux sur les réseaux routiers pour l'entretien. Alors, je pense que c'est une bonne décision du Conseil d'avoir alloué plus d'argent et ça va avoir des effets cette année et l'an prochain, assurément. À l'article 7.4, il est résolu que le Conseil remplace, pour le règlement d'emprunt 696-1, la tenue de registre par une consultation par appel de commentaires écrits, tel que prévu par l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Danny Saint-Pierre. À l'article 8.1, les dérogations mineures, il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme suivante pour le projet concernant le 540 rue des Tilleuls, d'accorder la dérogation mineure dans le but de construire un bâtiment accessoire dans un projet intégré de façon à permettre l'augmentation de la superficie à 82 mètres carrés alors que le règlement prévoit un maximum de 19 mètres carrés et l'augmentation de la hauteur à 4,3 mètres alors que le règlement prévoit un maximum de 3 mètres. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 8.2, il est résolu que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3295 Montée-Gagnon, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 8.3.1, il est résolu que le Conseil remplace, pour le règlement de zonage 1001-310, la demande de participation à un scrutin référendaire par une consultation par appel de commentaires écrits, tel que prévu par l'arrêté ministériel du 7 mai 2020, et que le Conseil abroge en conséquence la résolution 181-04-2020 adoptée lors de la séance du 14 avril 2020. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. Et à l'article 8.3.2, il est résolu que le Conseil remplace, pour le règlement de zonage 1001-311, la consultation publique par un appel de commentaires écrits, tel que prévu par l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 8.4, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-304, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de modifier les limites des zones et les grilles d'usage et normes pour le secteur du Vieux-Terrebonne et modifier le tableau des classes d'usage et que le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours, en remplaçant ainsi le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. Je vais faire quelques éléments pour les gens qui nous écoutent à la maison. Tout d'abord, ce soir, pour le dossier, ce qu'on appelle dans le jargon le programme particulier d'urbanisme dans le Vieux-Terrebonne, il y a le dépôt d'un premier projet donc de règlement. Et je tiens tout de suite à souligner, comme vous l'avez certainement remarqué, qu'il n'y a pas d'avis de motion. C'est important de le souligner. Le fait qu'il n'y ait pas d'avis de motion fait en sorte que ça gèle absolument en rien le règlement actuel. Pourquoi nous faisons ça ce soir? Parce qu'on veut se laisser toute la période estivale pour mettre en place des mécanismes d'appropriation et de consultation auprès des citoyens. Alors, ce type de règlement, donc, est relativement volumineux, implique différentes questions et certainement préoccupations. Alors, on voulait se laisser les prochains mois pour vraiment permettre aux gens d'approprier l'information. Je vais aussi souligner que l'avis de motion et le 15 jours pour l'avis de ce que j'appelle l'avis public et le 15 jours n'aura pas lieu dans les prochaines semaines, va avoir lieu plus tard, donc au mois d'août, au mois de septembre. Et d'ici là, il va y avoir un calendrier de sensibilisation et de communication auprès de la population. Alors, je tiens tout de suite à rassurer les gens. Ce soir, il n'y a pas d'adoption, il y a dépôt de l'information et on va aussi mettre en place des mécanismes
d'appropriation et de bien comprendre les propositions qui se retrouvent sur la table et qui étaient attendues depuis de nombreuses années. Donc voilà pour le 8.4. 8.5 maintenant. Il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-309, modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux entrées charretières et aux aires de stationnement pour l'usage unifamilial de la classe A du groupe Habitation dans une zone du secteur Jardin d'Angora. Que le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours, en remplaçant ainsi le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020 et qu'un avis de motion soit donné pour adoption à une prochaine séance. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. À l'article 8.6, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1006-022 afin de retirer certains usages conditionnels qui visent le secteur du Vieux-Terrebonne et remplace certains usages reliés aux restaurants et bars du territoire d'application, que le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours, en remplaçant ainsi le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020 et qu'un avis de motion soit donné pour adoption à une prochaine séance. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. Alors, mes commentaires précédemment dits s'appliquent aussi. Alors, voilà. À l'article 8.7, il est résolu que le Conseil remplace pour le règlement d'urbanisme 1001-306 l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin référendaire prévu par la loi par un appel de commentaires écrit conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 2020. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. L'article 8.8, il est résolu que le Conseil, dû à l'arrêté ministériel 2020-023 du gouvernement du Québec, suspend le décompte des délais de validité, de renouvellement et de début de travaux pour une période indéterminée pour tout permis ou certificat valide en date de la présente résolution et que lors de la levée de la suspension, le décompte reprendra à la date de la résolution du Conseil prononçant la levée de la suspension. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 8.9, il est résolu que le Conseil annule l'obligation d'un dépôt de garantie financière pour toute résolution antérieure à la date de la présente résolution, nécessaire à l'émission d'un permis devant être émis à compter du 15 mars 2020, et ce, pour une période indéterminée, que le Conseil municipal n'exige pas de versement de dépôt de garantie financière pour les nouvelles demandes, que le Conseil autorise la Direction de l'urbanisme durable à rembourser les dépôts de garantie financière qui ont été remis dans le cadre des permis délivrés depuis le 15 mars 2019 et que la levée de l'interdiction d'exiger un versement de dépôt de garantie financière soit prononcée par le Conseil au moment où il le jugera opportun. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Danny Saint-Pierre. À l'article 9.1, il est résolu que le Conseil nomme M. Hafid Wali à titre de directeur des travaux publics à compter du 18 mai 2020. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Nathalie Bellavance. À l'article 10.1, il est résolu que le Conseil autorise le versement à la SODEC de 50 % de la subvention annuelle, à savoir un montant de 927 500. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 12.1, il est résolu que le Conseil autorise la Direction des technologies de l'information à procéder à l'achat des abonnements de la suite Microsoft Office 365 pour une première période de 12 mois, soit sur un total de 36 mois, pour un montant de 257 517. Alors, c'est proposé par Jacques Demers, appuyé par Éric Fortin. Et à l'article 12.2, il est résolu, en fait, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement d'emprunt 759, décrétant un emprunt au montant de 4 759 000, dont le terme de remboursement est fixé à 7 ans pour le changement de la suite des logiciels de gestion des ressources humaines. Alors, l'avis de motion est donné par Nathalie Bellavance. Alors, avant d'aller pour la période d'expression des membres du Conseil municipal, je tiens à souligner que la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 8 juin à 19h, ici même à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, on va suivre l'évolution au cours des prochaines semaines de la situation, mais il est fort à parier là, que la présence des citoyens, à tout de moins, assurément, ne sera pas permise à ce moment-là. Donc, je veux rappeler donc aux gens que le 8 juin
vous pourrez à nouveau nous suivre de façon virtuelle, donc en ligne. Et si, encore une fois, si vous avez des questions, le formulaire est disponible là, sur le site Internet de la Ville de Terrebonne. Alors, j'arrive maintenant à la période, il n'y a pas de deuxième période des questions des citoyens, alors j'arrive plutôt à la période d'expression des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui souhaiteraient s'exprimer à cette étape-ci? Alors, j'ai Mme Brigitte Villeneuve. Alors, Mme Villeneuve, allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Allez-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Attendez, je vous entends pas. OK, je vous entends là. Excusez-moi. Alors, on te cède la parole, Mme Villeneuve. Bonjour, Monsieur le maire. J'aimerais remercier l'OMHLS de Nanotierre-Sud. Depuis 3 semaines, nous avons organisé une tournée, ça va bien aller. Nous avons 36 immeubles et aucun COVID-19 dans tous les immeubles. Alors, c'est quelque chose. Nous avons organisé un spectacle. Alors, il y avait cardio plein air de Mascouche. Merci à Josiane Labelle pour les exercices. Merci à Diane Garou et Marie Dissipri pour leurs chansons souvenirs. Plus de 12 immeubles pour personnes âgées. Terrebonne, Mascouche, Charlemagne, Repentigny, l'Assomption. Merci aux maires des villes et conseillères du quartier qui sont venus nous rejoindre. On a terminé aujourd'hui et c'était de tout cœur. Les gens étaient tellement contents de nous voir. Je félicite les villes aussi de nous avoir donné la permission d'organiser ces spectacles pour les personnes âgées. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mme Nathalie Bellavance. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Je voulais juste vous lire un petit mot. Merci de me donner ce moment privilégié-là. Je voulais juste souligner, je suis particulièrement fière que nous pouvons déposer les états financiers consolidés aussitôt cette année. C'est un gros travail qui a été fait par la Direction des finances et la Direction générale pour nous aider à faire ce travail-là. Il faut comprendre qu'on est en télétravail. Il faut comprendre qu'on a consolidé avec tous nos organismes autour, avec un nouveau logiciel aussi qui a été implanté au niveau du système du service des finances. Alors, je suis vraiment particulièrement fière du travail qui a été fait par là. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des services parce que c'est pas évident de travailler dans des conditions comme on vit présentement. Ce que les citoyens vivent, nous aussi, on le vit, les employés le vivent. Et je pense qu'on fait un bon boulot par rapport à ça. Je voulais aussi souligner qu'il est clair que nous suivons très près l'actualité et nous sommes en train de travailler sur nos façons de faire et les revoir pour vous encourager, pour adopter une attitude positive dans votre vie de citoyen, de citoyenne. Plusieurs événements sont en réflexion pour vous divertir d'ici à cet automne. D'ailleurs, M. le maire en a fait une présentation un petit peu à la radio la semaine dernière. Et la reprise économique est bientôt à nos portes. Ils seront prêts pour saluer les gestes d'agilité et d'initiative en matière de relance économique afin de favoriser auprès de nos citoyens l'achat local en grande pompe. On est fiers de ça, on le promouvoit. On a d'ailleurs déposé une politique d'achat local lors de la dernière séance et on est prêt pour voir l'arrivée de cet événement-là. Alors, nous continuons à travailler très fort pour promouvoir ce qui se passe chez nous et on prend soin de vous. Alors, on ne lâche pas. Merci. Merci, Mme Bellavance. Puis effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, aujourd'hui, la Ville de Terrebonne a rendu encore une fois, a invité l'ensemble des entrepreneurs de Terrebonne et de Mascouche à s'inscrire sur le registre des fournisseurs de la Ville de Terrebonne parce que on veut non seulement favoriser l'achat local dans nos propres achats à la Ville de Terrebonne, mais on veut aussi que les gens s'inscrivent et deviennent éventuellement des fournisseurs attitrés à la Ville de Terrebonne. Alors, je profite de cette séance du Conseil pour inviter tous les entrepreneurs à s'inscrire sur le site Internet qui a été renouvelé et pour lequel il y a une publication aujourd'hui qui a été lancée. Alors, merci Mme Bellavance qui travaille très fort et qui croit beaucoup à l'importance de l'achat local et qui en fait la promotion à l'échelle de la MRC, mais aussi au sein de l'administration de la Ville de Terrebonne. Alors, je céderai la parole à M. Simon Paquin. Alors, M. Paquin.
Merci, Monsieur le maire. Alors, à titre de président de la Commission du développement social et communautaire, vous permettez tout d'abord de souligner le travail effectué par les organismes du territoire qui soutiennent notre population dans le besoin suite à la situation actuellement qu'on vit. Je tiens aussi à souligner le travail du service des loisirs de la vie communautaire de la Ville de Terrebonne qui est en communication constante avec les organismes. Et d'ailleurs, la Commission fait le suivi de l'aide apportée par la Ville de façon régulière, comme la mise en place de la subvention d'urgence de 70 000 en collaboration avec la MRC Les Moulins et la Sécurité civile de Terrebonne. C'est la division du service de la vie communautaire qui a mis en place la façon d'octroyer les sommes de cette enveloppe dédiée. Et d'ailleurs, nous nous sommes entendus avec les trois caisses du territoire de la Ville de Terrebonne au courant du mois d'avril, ce qui fait en sorte que l'enveloppe a été bonifiée en passant à 85 000 $, soit une contribution de 15 000 de Desjardins, et ce, bien sûr, au bénéfice de notre population. À titre de responsable des questions familiales pour la Ville de Terrebonne, mon deuxième sujet est la Semaine québécoise des familles qui débute aujourd'hui, et ce, jusqu'au 17 mai prochain. Elle prend une saveur différente cette année, mais la famille est au cœur de notre société. Depuis le début de la coronavirus, les familles déploient des efforts extraordinaires pour s'adapter à leur nouveau quotidien, pour prendre soin des leurs. Prenons donc un temps pour les remercier. Soyons fiers de nos familles et de souligner tous ensemble leur importance dans nos vies. Et pour la petite histoire, dans le fond, la Semaine québécoise est la Journée internationale de la famille, est née en 1993 en prévision de l'Année internationale de la famille de 1994. L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 47-237, a proclamé le 15 mai de chaque année Journée internationale des familles afin de faire mieux connaître les problèmes de la famille et améliorer la capacité des nations à adopter des politiques d'ensemble pour y faire face. Dans le cadre de la 27e édition, la Journée internationale des familles et de la Semaine québécoise des familles, le Réseau pour un Québec famille invite la population ce vendredi 15 mai prochain à 18h30 à sortir sur son balcon et à faire du bruit pour encourager les familles, que ce soit en frappant sur une poubelle, sur une percussion improvisée ou tout simplement en applaudissant. Faisons du bruit tous ensemble pour la grande ovation aux familles, et ce, bien sûr, en respectant les règles de distanciation sociale. J'invite donc les citoyens invités à consulter la page Facebook de l'événement ou d'aller sur le site internet québecfamille.org. Et on rappelle aussi aux gens qui sont dans le besoin, bien, il y a la ligne info référence 211 qui demeure disponible pour eux pour tout soutien ou toute question en lien avec les organismes communautaires. Merci, M. le maire. Merci, M. Paquin. Alors, maintenant, M. Michaud. Alors, dernière intervention. Allez-y, M. Michaud. Bon, ben, il y a de l'action en arrière, là. Ça fait que ça se peut que vous entendez mal ou vous entendez du bruit. Bref, néanmoins, je voulais savoir, M. le maire, je reviens au point 10 parce que mon point va être en lien avec la question que je voulais vous poser concernant la subvention à la SEDEC. Je voulais savoir, c'est quand qu'on va déterminer, en fait, le moment qu'on va distribuer la suite, en fait, pour cet organisme. Bien, tout d'abord, chaque organisme mandataire de la Ville a reçu une demande là, de faire une prévision donc de ses dépenses et de sa situation financière, que ce n'est pas seulement la SODEC, c'est l'ensemble des organismes mandataires, pour lequel, lorsqu'on aura tous ces éléments entre les mains, les membres pourront donc formuler les différentes orientations pour le reste de l'année. Aujourd'hui, ce serait un peu prématuré. Je sais qu'il y a des programmes gouvernementaux qui sont actuellement et qui pourraient être accessibles et disponibles pour les organismes, que ce soit du secteur sportif et culturel. Je sais aussi que le ministère du Patrimoine fédéral a aussi fait des annonces. Alors, bien entendu, le plan de ces organismes mandataires devra intégrer l'ensemble des mesures d'aide annoncées par Québec et le gouvernement fédéral. Pour ce qui est de la Ville de Terrebonne, bien, ce soir, vous avez vu la résolution. Alors, on a confirmé, on a un protocole d'entente et à ce moment-ci, les sommes d'argent vont donc être versées, donc la subvention de 50 %. Pour ce qui est du reste de l'année, bien, on va attendre le plan. Alors, ce serait prématuré aujourd'hui de tirer des conclusions à cet effet.
OK, parfait. Bon, ben c'est ça pour la suite. Je voulais souligner un élément. Bon, en fait, là, avec mes collègues, on a déposé 30 propositions. En fait, ici, il n'y a pas de résolution ni même de projet de loi. Le but, c'est de partager quelques idées qu'on voulait mettre de l'avant. Il y a un élément, je ne suis pas le gars qui siégeait à la Commission de la culture, rien, mais en fait, j'aurais une proposition pour vous ce soir qu'on pourrait peut-être étudier, voir comment on pourrait l'adapter. Moi, il y a une fête pour moi qui est aussi importante que Noël, et c'est la fête nationale. Et cette année, je pense qu'on a un grand besoin de fêter au Québec. Ça fait longtemps qu'on est confiné, c'est difficile, à tous les jours, le nombre de morts augmente. Je pense qu'on est dû justement pour, disons, faire une fête qui va nous faire du bien. Et la Ville de Terrebonne a toujours joué un rôle à ce niveau-là. Et là, je sais que dans le contexte actuel, c'est pas facile. Je voulais voir, puis je vous propose peut-être qu'on pourrait l'analyser avec la Commission des finances, la Commission de la culture, voir comment à Terrebonne on pourrait s'adapter à la fête nationale. Parce que moi, pour moi, c'est une fête importante et je pense qu'en ce moment, ça ferait du bien de se donner un peu de ressources, de se donner un peu de festivité dans nos vies. Et je vous lance la proposition qu'on puisse étudier justement tous ensemble là, une façon de faire pour la fête nationale. Tu sais, que ce soit par vidéo en ligne, qu'on invite les gens à mettre leur drapeau du Québec à l'extérieur ou peu importe. Donc, de voir s'il n'y a pas une formule qu'on pourrait adapter justement là, pour nos citoyens. Bien que c'est un mandat de la SEDEC, je suis entièrement d'accord, mais ce serait bien qu'on puisse réfléchir tous ensemble à une belle proposition qu'on pourrait proposer. Donc, voilà. Merci de vos suggestions. J'ai M. Danny Saint-Pierre maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais prendre quelques minutes, quelques instants, même pas quelques minutes. C'est juste pour souligner, malgré les événements qu'on vit, il y a quand même des événements à souligner, des événements particuliers, dont la semaine de la police du 10 au 16 mai cette semaine. Et qu'il ne faut surtout pas oublier une mention spéciale à nos policiers, que malgré la COVID, ils continuent à faire des interventions très rapprochées avec les citoyens, donc des employés très à risque. Mais j'oublie pas dans mes remerciements aussi notre service de sécurité incendie qui travaille très fort et tous les employés de la sécurité civile. Merci. Merci, Danny. Puis effectivement. Alors, M. Jacques Demers. M. Demers. Oui, bonjour, c'est le maire. Je vais juste donner un petit commentaire, puis je suis transparent, je vais répéter le même commentaire que j'ai dit pendant le plénier tantôt. C'est à propos des 30 propositions pour la relance de la ville qui étaient déposées par les conseillers, là, Mme Desbiens, Mme Lepage, M. Morin, puis M. Michaud. De lire dans le document qu'on croit qu'il y a des éléments qui nous apportent sont dans un but de travailler avec l'administration là, municipale. C'est un petit peu surprenant là, parce que depuis le début de la pandémie, là, il était convenu puis de permettre là, une communication avec un canal de communication privilégié avec la direction de la ville puis du cabinet pour proposer, pour transmettre les demandes, toutes les idées qu'ils peuvent avoir. En plus, on a une réunion hebdomadaire avec la direction de la ville où ils nous partagent toutes leurs informations, les mesures qu'ils vont mettre en place ou qui ont déjà mis en place dans le cadre de la COVID. Fait que je trouve ça... depuis le début de ces rencontres-là, en plus, c'est qu'il y a très, très peu de questions qui sont posées par ces conseillers-là. Puis, il n'y a pratiquement pas d'idées ou de solutions qui étaient faites. Fait que, puis là, en lisant en plus toutes ces idées-là, plusieurs d'entre elles ont déjà été évoquées ou discutées dans ces réunions-là. Fait que le tout ressemble plus à une récupération politique là, en soumettant un document de façon publique plutôt que de travailler avec l'ensemble des collègues. Fait que, en ce temps de crise, puis avec tout le focus qu'on a sur le bien-être de la population, je suis un petit peu déçu de voir là, que l'objectif est de travailler en solo au lieu de travailler en équipe. Fait que moi, j'aurais préféré, là, je le dis ouvertement, j'aurais vraiment préféré que les membres de l'opposition se joignent à nous pendant les pléniers ou encore pendant les rencontres hebdomadaires pour communiquer leurs idées, en discuter avec nous et la direction pour venir bonifier le travail de la ville. Puis ça, au moment opportun. Pas déposer un document là, quand c'est pas le temps d'en parler. On est de forum pour en parler à tous les semaines de ces idées-là, puis vous en parlez pas. Fait que c'est juste ça que je voulais partager. Merci, M. Demers. Alors, Mme Desbiens. Merci, M. le maire. Tout simplement pour peut-être communiquer ma façon de voir à M. Demers. Pour ce qui s'agit des rencontres hebdomadaires, peut-être que si on n'impose pas ou on ne partage pas des points qui sont plutôt de sécurité publique, ainsi de suite, c'est parce que les informations qui sont données sont vraiment abondantes, sont vraiment parfaites. Pour ce qui s'agit de ce document-là, on pourrait bonifier aussi pour les annonces qui ont été faites dans les journaux. Et à 98.5, on n'a pas été consulté, puis personne ne nous l'avait dit aussi.
Cette semaine, on a décidé de se jaser, puis on se parlait un petit peu des mêmes choses. Puis là, arrivait la séance du conseil, puis on avait envie de le partager. C'est un dépôt. Donc, un dépôt veut dire que on le dépose parce qu'on veut tout le monde en discuter ensemble avec vous. Fait que c'est pas, fait pas rien de caché. C'est tout simplement pour pouvoir le déposer, pour que tous les élus puissent le lire et qu'on puisse en parler ensemble. Merci, Mme Desbiens. Ah ouais, vous avez terminé? Ça va? Merci, Mme Desbiens. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées. Alors, pour la levée de l'Assemblée ce soir, ce serait proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Robert Brisebois. Alors, merci à tous de votre présence ce soir et prochain rendez-vous le 8 juin. Merci. Au revoir.